L'effet de serre. L'homme moderne émet certains gaz, comme le CO2, en grosse quantité dans l'atmosphère. Le climat s'en trouve de ce fait de plus en plus affecté. Les conséquences néfastes ne sont pas équitablement réparties. On appelle cela l'injustice climatique. Ceux qui sont aujourd'hui dans les pays en développement sont les moins responsables du problème, puisque ce sont les pays développés qui ont émis plus de 3/4 des émissions de gaz à effet de serre qui se sont accumulées dans l'atmosphère et qui perturbent le climat. Lorsque les consommateurs que nous sommes émettent des gaz à effet de serre, d'autres en sont sérieusement affectés. Notre manière de consommer a donc des implications pour lesquelles on ne paye pas. Les prix des produits ne reflètent donc pas tous les coûts de ce que nous faisons. C'est une erreur du marché. C'est moi qui vis la conséquence, c'est moi qui subis et c'est lui qui fait le dégât. Alors, je dis qu'ils ont quand même une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Le Belge qui est au fin fond de Bruxelles ne peut pas faire un lien entre sa façon de vivre et de consommer et la dégradation des conditions de vie de ce monsieur-là. Nous demandons aux autorités et gouvernementales et non gouvernementales, notamment les institutions internationales qui peuvent influer à certains pour que les effets néfastes, ce qui conduit à ces changements climatiques-là, pour pouvoir les arrêter. On ne peut pas considérer ce que les pays du Nord font pour le Sud comme de la charité. C'est tout simplement votre devoir. Les habitants du Sud ont certains droits, et on parle ici des droits humains les plus fondamentaux. Il faut qu'effectivement les pays riches entrent dans une logique de compensation et de remboursement de la dette écologique que nous avons accumulée vis-à-vis de la population mondiale. Même si nous parvenons à limiter le réchauffement mondial moyen à 2 degrés, les pays en voie de développement devront quand même fortement s'adapter au changement climatique. Ils ne pourront le faire sans soutien financier. Il n'y a plus d'inondations à Londres parce qu'au cours des 20 dernières années, les Londoniens ont dépensé presque 1 milliard d'euros pour se protéger. Mais les milliards d'euros, le Bangladesh, le Pakistan, l'Inde ne les a pas. Et donc, ils n'investissent pas pour protéger leur territoire face aux inondations. Le Bangladesh a toujours connu des inondations, mais jamais aussi fréquentes et dévastatrices qu'aujourd'hui. Les fermiers pauvres perdent de plus en plus souvent leurs récoltes. De ce fait, leur pauvreté ne cessera d'empirer aussi longtemps qu'ils n'auront pas d'argent pour s'adapter au changement climatique. Entre-temps, le temps presse. Nous ne pouvons pas nous permettre de définir d'abord ce qu'est précisément le changement climatique et quel est son impact et sur qui. Nous devons nous mettre au travail. Nous devons être efficaces maintenant. Mais nous ne devons pas ignorer ce que les gens, qui subissent d'ailleurs les conséquences négatives du changement climatique, entreprennent eux-mêmes maintenant. Comme par exemple la consommation d'eau plus parcimonieuse ou l'adaptation progressive de leur système d'irrigation. C'est exactement ce qui se passe en Bolivie. La fonte du glacier Chacaltaya a mis en danger la survie de la communauté paysanne de Chucurasi. La mise en place d'un nouveau système d'irrigation a permis à elle seule d'y apporter une solution. Voici la rivière de montagne de Calaqueri, dans le hameau de Chucarasi. C'est ici que commence le système de collecte qui conduit l'eau jusqu'à un réservoir. Une espèce de grande citerne de décantation. L'eau provient donc de la rivière et est envoyée à 3800 mètres d'ici, vers Cochaloma, où se trouve un bassin de collecte réalisé à l'aide d'un film en matière synthétique. Ce système permet d'irriguer 12 hectares et de nourrir ainsi 65 familles à Chucarasi. Voici un champ irrigué.
La différence se voit clairement. Ainsi, la famille est assurée d'avoir de la nourriture. L'irrigation leur permet d'atteindre des résultats fantastiques. Sans ces systèmes d'irrigation, les familles devraient quitter leur village et leur sécurité alimentaire ne serait plus assurée. Elles n'auraient plus de revenus et elles seraient encore plus pauvres. Elles souffriraient encore plus du changement climatique. Des résultats encourageants, bien sûr, même si nous devons y mettre un bémol. Évidemment, nous devons nous adapter au changement climatique. Mais si nous voulons vraiment limiter les dégâts, c'est notre fonctionnement global que nous devons modifier. Moi, je vois difficilement, à moyen terme, comment les pays sahéliens peuvent s'adapter au changement climatique sans vraiment une révolution, j'allais dire, un changement profond de certaines choses, notamment des relations nord-sud. Mais entre-temps, on fait ce qu'on peut dans le Sud pour survivre en ces temps de changement climatique. Et donc, l'agriculture et la culture maraîchère doivent fonctionner déjà aujourd'hui avec moins d'eau. Pluies sont insuffisantes ici. Avant, nous ne savions pas encore comment y remédier. Mais il y a une dizaine d'années, nous avons appris beaucoup. De ce fait, nous avons pu nous adapter, même s'il ne pleuvait toujours pas suffisamment. Depuis, nos familles mangent à leur faim et les enfants peuvent retourner à l'école. On a développé des techniques de culture qu'on peut partager avec tous les autres pays sahéliens, que ce soit en Afrique australe, que ce soit en Afrique du Nord, ou partout on a des pays qui ont les mêmes conditions pédoclimatiques. L'irrigation goutte à goutte est une excellente nouvelle technique. Elle nous facilite énormément les choses. Avec l'irrigation, nous ne devons mettre de l'engrais organique qu'une seule fois. Avant de semer, nous faisons couler ici de l'eau, goutte à goutte, via des trous dans les petits tuyaux. L'irrigation goutte à goutte améliore les récoltes et fait donc reculer la pauvreté. Mais pour en équiper les fermiers, il faut beaucoup d'argent. S'adapter au changement climatique est aussi important que d'atténuer ce phénomène. Pour ce faire, le Nord doit changer son style de vie. Si nous consommons plus que ce qui est correct, nous provoquons une perturbation, pas seulement pour nous aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Les gens qui nous suivront éprouveront beaucoup de difficultés à vivre. Voilà pourquoi nous devons changer sérieusement. Nous devons viser un meilleur équilibre. Si nous ne le faisons pas, cela nous coûtera encore plus. Les problèmes de la croissance riche en carbone coûteront extrêmement cher dans un avenir proche. Si nous passons à une croissance pauvre en carbone, cela coûtera de 1 à 2% des revenus mondiaux durant plusieurs décennies. Espérons que les pouvoirs publics, tant nationaux qu'internationaux, prendront des mesures pour résoudre ce problème. Car il ne s'agit pas seulement de mon village, de la province ou de l'Équateur. Cette question est importante pour le monde entier. J'espère que l'on s'en rend compte. Les Nations Unies doivent concrétiser des solutions afin d'éviter une catastrophe dans le futur. Une croissance pauvre en carbone est beaucoup plus intéressante. Elle est plus agréable, énergétiquement sûre et favorable à la biodiversité. Nous nous attendons à un monde qui se développe bien mieux que dans un contexte de croissance riche en carbone. Nous ne devons pas renoncer à un paradis, mais plutôt abandonner un chemin désagréable et dangereux pour nous lancer sur une voie beaucoup plus positive.
Nous sommes dans le même bateau, il est en train de couler. Il ne s'agit plus de vous et de nous, seul le nous compte encore. Nous sommes le monde et nous plongeons. Nous devons penser et agir ensemble, sinon il ne restera que le pessimisme. Je pense néanmoins que l'humanité est plus intelligente qu'on ne le pense généralement. Les réponses sont là, mais nous devrons certainement les renforcer encore.